Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Sory Kaba, directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets: les meurtres de Sénégalais à l'étranger, l'émigration clandestine, la décision du Sénégal d'instaurer le visa d'entrée sur son territoire pour tous les ressortissants de pays hors CEDEAO, le cas Karim Wade évoqué récemment devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, l'actualité politique et plusieurs autres questions. Participez à l'émission en posant vos questions sur nos comptes Facebook et Twitter avec le hashtag Grand Jury RFM. Sory Kaba, directeur général des Sénégalais de l'extérieur, face à Babacar Fall, dimanche le Grand Jury, 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. Semaine de grand magal de Touba avec les impairs dans l'approvisionnement en eau et la fourniture en électricité. Au même moment, nouveau débat sur l'affaire Karim Wade. Mais les Sénégalais qui vivent à l'étranger sont plutôt frappés par des drames. Le meurtre de 2 Sénégalais aux États-Unis. L'une des victimes est d'ailleurs le fils du médiateur de la République, Alioune Badara Cissé. Quelles sont les dernières nouvelles? Bonjour Sory Kaba et merci d'accepter cet entretien devant le Grand Jury d'RFM. Bonjour Babacar, je vous remercie pour cette invitation et cet honneur que vous me faites. Un privilège de revenir largement sur les conditions de séjour, les conditions de vie des Sénégalais qui sont établis à l'étranger et conséquemment d'autres questions que vous jugerez utiles. Vous êtes donc le directeur général des Sénégalais de l'extérieur au ministère des Affaires étrangères. En sait-on davantage sur ces 2 meurtres de Sénégalais, les enquêtes? Je vous remercie Babacar. Permettez-moi d'abord, comme j'ai l'habitude de le faire, à chaque fois que nous sommes informés d'un cas de Sénégalais qui est tué à l'étranger ou qui est naturellement mort, que de présenter nos condoléances les plus sincères à sa famille éplorée, mais aussi à la communauté sénégalaise établie dans ce pays ou dans cette ville, et au-delà à toute la nation sénégalaise. Parce que quand un compatriote quitte le pays à la recherche d'un bien-être et qu'il y laisse la vie, c'est toujours douloureux, c'est toujours difficile d'accepter. Mais on le met dans le compte normal de la vie humaine. Condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais, condoléances aux différentes familles éplorées. Et pour dire que dès que nous avons été informés de ces 2 drames, nous en avons informé le consulat général du Sénégal à New York qui a compétence à intervenir et à assister, autant sur le plan consulaire que sur le plan juridique, comme du reste sur le plan diplomatique. Ces compatriotes qui ont encore perdu la vie à la suite d'un meurtre. Et donc le consul général était déjà informé et en train de prendre toutes les dispositions nécessaires qui devront permettre que la lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles ces compatriotes ont été ôtés à notre affection. Et nous attendons dans les prochains jours un compte rendu beaucoup plus détaillé de tout ce qui s'est passé et puis de tout ce qui adviendra de faire par rapport à ces 2 meurtres-là. Quelques premiers éléments de l'enquête peut-être? Pour l'instant, non. Je pense qu'on ne peut pas pour l'instant disposer des dépouilles en raison du fait que les enquêtes se poursuivent. Donc on va garder encore notre mal en patience afin que les auteurs de ces meurtres horribles puissent être arrêtés. Et chaque fois qu'un compatriote est également tué à l'étranger, nous avons la chance, par la grâce du bon Dieu, que les meurtriers sont souvent arrêtés. Et donc le consulat ou l'ambassade de la juridiction concernée suit au détail, jusqu'au point même de rendre visite ces derniers pour les voir et les identifier, au point d'assister la famille, si nécessité il y a, afin que ces choses ne se répètent plus à l'avenir. Et pour les dépouilles, vous l'évoquez, pas disponible pour le moment. Vous espérez que les enquêtes sur ces dépouilles-là, autopsie et tout ce qui s'ensuit, soient finies quand, pour que les familles disposent des corps pour les rapatrier éventuellement au Sénégal? Habituellement, 1 semaine à 10 jours. La petite expérience que nous en avons. Maintenant, tout dépend. Tout dépend. Parce que si la police en charge de ces enquêtes ne juge pas encore utile de pouvoir libérer la dépouille, afin que les familles puissent en disposer et que l'État les accompagne pour qu'ils puissent être rapatriés au Sénégal, on ne peut pas l'exiger. Mais traditionnellement, 1 semaine à 10 jours est la bonne durée nécessaire
pour que nous puissions en disposer. Les États-Unis sont-ils le pays le moins sûr pour les Sénégalais et pour les ressortissants de pays étrangers en général en termes de sécurité? Je pense qu'en termes de taux de criminalité, de par les informations dont on dispose, le Brésil est le pays le plus exposé, où le taux de criminalité est beaucoup plus élevé. Et pourtant, les compatriotes sont souvent protégés ou se protègent eux-mêmes de ces actes criminels-là. C'est vrai qu'aux États-Unis, chaque année, on est au moins entre 2 ou 3 cas en moyenne. Depuis le début de l'année, ces 2 cas enregistrés font que nous sommes à 6 meurtres sur des Sénégalais à l'étranger. L'année dernière, à pareil moment, on était sur 15 compatriotes qui ont été tués. Rendons grâce à Dieu qu'il n'y ait plus de Sénégalais tués. C'est ça notre souhait. Mais malheureusement, le bon Dieu, souvent des actes de cette nature-là, le Sénégalais, il est à un lieu, à un mauvais moment. Mais qu'a priori, qu'on ne considère pas que les Sénégalais font l'objet d'une chasse aux sorcières, comme une certaine opinion la laisserait croire. Ce n'est pas le cas. Et au niveau du Sénégal, les forces de défense et de sécurité auraient du mal à mettre un policier, un gendarme derrière chaque Sénégalais. Qu'en est-il encore de l'étranger? C'est encore beaucoup plus difficile. Ce qu'on peut faire et qu'on a l'habitude de faire, c'est de demander au pays d'accueil de protéger les étrangers parmi lesquels les Sénégalais. Parce qu'il revient à ce dernier, à ce pays-là, qui a la souveraineté de protéger tous ceux qui sont dans son territoire, de protéger les étrangers et donc les Sénégalais. Nous ne manquons pas, à chaque fois que l'occasion nous est offerte, d'attirer leur attention sur ça et que les Sénégalais ne puissent pas faire l'objet d'une chasse aux sorcières comme on laisserait le croire. Vous dites que depuis le début de cette année 2019, 6 Sénégalais ont été assassinés à l'étranger. Est-ce que vous mettez dans ce compte cet autre Sénégalais, il y a quelques jours, qui meurt poignardé près de Limoges en France? Oui, tout à fait. Vous êtes-vous saisi de cette affaire-là? Absolument, absolument. Ne serait-ce que ça fait 48 heures, sur instruction du secrétaire d'État, on en a longuement parlé avec le consul général, afin que nous puissions rapidement disposer... Le secrétaire d'État au Sénégal de l'extérieur, c'est cela. Les familles de Sénégalais morts à l'étranger, comme celui dont on évoquait le cas qui est mort près de Limoges en France, ces familles peinent souvent à rapatrier les corps au Sénégal pour inhumation. Ce n'est pas l'affaire du ministère des Affaires étrangères? Absolument, absolument. À ce niveau-là, il y a un motif de satisfaction à dire. Un grand chapeau au président de la République. Parce que je le rappelle, et je ne cesse de le rappeler, en 2012, quand il arrivait au pouvoir, le seul outil dont disposait le ministère des Affaires étrangères pour assister les compatriotes qui sont dans cette situation-là était un outil alimenté à hauteur de 40 millions de francs CFA. 40 millions, c'est à peine que tu réussiras à faire 5 ou 6 dépouilles. Et le président de la République l'a considérablement amélioré en l'amenant à 540 millions. Ces 540 millions font l'objet d'une répartition dans les différents postes diplomatiques et consulaires. Parce que dès lors qu'il s'agit d'assister, dès lors qu'il s'agit de précarité, dès lors qu'il s'agit d'action humanitaire, il faut être rapide. Donc, il a pensé que le mieux, c'était que l'argent soit mis à la disposition des postes diplomatiques et consulaires qui leur permettent d'intervenir à chaque fois que de besoin et de justifier l'argent. Donc, cette caisse, aujourd'hui, permet effectivement à chaque fois, et c'est le principe de fonctionnement de cette caisse, qu'un compatriote est tué, systématiquement, l'État du Sénégal s'engage à rapatrier la dépouille. Maintenant, si ce n'est pas un meurtre, que ce soit le cas de mort naturelle, là, tout dépendra de la volonté du ministre. Parce qu'il suffira de voir, selon les demandes qu'il reçoit au quotidien, le nombre de Sénégalais rapatriés, la disponibilité financière pour prendre une décision. Mais le principe, par rapport à cette assistance au rapatriement des dépouilles, c'est que chaque fois que c'est un cas de meurtre, c'est l'État du Sénégal qui s'engage à le faire. Et ce sont des instructions qui sont strictement mises en œuvre et qui proviennent du chef de l'État. On parle de la vie des Sénégalais de l'extérieur. Des conditions parfois difficiles. Il n'y a pratiquement de travail, la précarité. Le gouvernement a essayé des schémas pour dissuader certains de rester, de rentrer au pays. Mais apparemment, il n'y a pas suffisamment de garanties pour demander aux Sénégalais de rentrer au Sénégal et de pouvoir vivre décemment, malgré les nombreuses initiatives. 30% des logements sociaux sont réservés aux Sénégalais de l'extérieur aujourd'hui.
20% des surfaces à vocation agricole sont réservées aux Sénégalais de l'extérieur. Des mécanismes de financement, des dispositifs d'accueil, d'accompagnement et de réintégration sont également disponibles. Mais dans quelles conditions? Alors, faudrait-il que tu fasses la demande d'abord, sur la base d'un projet dont tu disposes. Ça ne peut pas se faire sur la base de Babacar Fall me plaît, que je veux me battre pour que Babacar Fall puisse disposer de nombre d'hectares pour lui et les membres de sa famille. Il s'agit de retour, il s'agit de promotion de l'investissement productif. Parce que dès lors que nous parlons de migration, il faudrait qu'on considère qu'il y a 3 étapes importantes. Le départ. Et le départ, aujourd'hui, il faut le gérer, il faut le gouverner. Il ne faudrait pas que ça soit un départ irrégulier, au risque de leur vie. Au moyen de la sensibilisation, nous cherchons à persuader les jeunes à partir via les océans ou via le désert, au risque de leur vie. Donc le départ est un élément important dans la migration. Le séjour à l'étranger. Vous avez toujours du mal à les fixer, les jeunes Sénégalais, toujours envie d'y aller. En fait, on ne fixera jamais les jeunes Sénégalais. Je suis sûr d'une chose, le jour où TV5 Monde ou France 24 aurait besoin de toi et qu'il t'offre 10 000 euros par mois avec une bonne protection de ta famille à Paris, je suis sûr que tu feras un bon choix. Alors, ça veut dire que la mobilité, elle est humaine. Mais ce que nous cherchons aujourd'hui à dire, c'est que nous offrons de la perspective à ces différents jeunes. Maintenant, à toi de faire ton choix. Depuis que la liberté de voyager a été bien reconnue dans notre constitution au Sénégal, la liberté de circulation, la circulation des personnes et des biens. Rappelons que dans les années 1980, quand le président Diouf, arrivé à la tête de l'État du Sénégal, a changé les dispositions de départ pour les Sénégalais, où tu n'as plus besoin d'un document que nous appelions en son temps obligation de quitter le territoire sénégalais, une autorisation de quitter le territoire sénégalais, il était permis à tout un chacun de voyager là où tu le souhaites. Mais les conditions d'accueil dépendent du pays d'accueil. Ça ne dépend pas du Sénégal. Et donc, je disais tout à l'heure, le départ est important et il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Les conditions de séjour, l'État du Sénégal s'efforce à ouvrir des consulats, à ouvrir des ambassades. Je prends l'exemple de l'Italie. Nous sommes le seul pays africain à avoir 2 consulats en Italie et une ambassade. Rome, c'est l'ambassade. Milan, c'est le consulat général. Et Naples, un autre consulat qui a été récemment ouvert. À Paris, même chose. Une ambassade et 4 consulats dont l'un vient d'être fermé. Alors, ça veut dire quoi? Des efforts sont faits pour qu'en termes de représentation et que l'assistance puisse suivre sont en train d'être déroulés sur la base d'une carte diplomatique minutieusement bien réfléchie. Indépendamment du fait, évidemment, qu'il ne faut pas considérer que les Sénégalais s'installent et que le consulat ou l'ambassade doit s'installer. Mais qu'il y a des traditions à respecter. Mais toujours comme pour dire que les conditions de séjour également font l'objet d'un grand intérêt de la part des plus hautes autorités de ce pays. Et je rappelle encore une fois de plus qu'en mêlant diplomatie et gestion des Sénégalais de l'extérieur, systématiquement les Sénégalais de l'extérieur sont versés dans ce qui est communément appelé le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Parce que la diplomatie, c'est lui. Le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, les directions qui sont au niveau du ministère des Affaires étrangères agissent et interviennent pour les yeux, pour l'oreille et pour les pieds du président de la République. Tout ce qui s'y fait, c'est lui. Donc c'est son monopole à lui. C'est un avantage pour ça, c'est un privilège que les Sénégalais de l'extérieur puissent bénéficier d'une si grande attention. Et donc les conditions de séjour, comme je l'ai dit tout à l'heure, font l'objet d'une grande attention. Et à travers les différents protocoles d'accord, les conventions qui sont liées, et pour les travailleurs, et pour la régularisation de certains, nous cherchons à intégrer leurs préoccupations et leurs problèmes. Et donc au même moment, quand tu veux revenir au Sénégal, qui est l'étape dernière ou l'étape suivante, le retour, les dispositifs sont également mis en place pour t'accueillir et te souhaiter la bienvenue et te mettre dans les conditions qui te permettent de pouvoir gagner paisiblement ta vie. Il y a quelques jours, des informations faisaient état d'un accord entre l'État sénégalais et des pays européens pour le rapatriement d'expatriés sénégalais, pourtant en situation régulière. Non, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. On ne cesse de le dire. Il n'y a pas d'accord de réadmission entre le Sénégal et l'Europe. Il s'agissait d'un décret d'un pays, notamment l'Italie, pour ne pas le citer, qui cherchait à réduire les durées de traitement des demandeurs d'asile. On a voulu en faire un débat national au Sénégal, mais ce n'est pas un débat pour nous, parce que l'Italie n'a pas du tout saisi le Sénégal à ce propos.
Vous parliez de la souveraineté de chaque État de définir ses conditions d'accueil d'étrangers. Sur notre antenne, la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, sur RFM Matin, a révélé que l'État sénégalais avait décidé d'instaurer le visa obligatoire pour tout étranger hors CEDEAO. Est-ce que c'est une bonne décision ? Je voudrais d'abord féliciter le ministre de l'Intérieur pour son courage. Je l'ai suivi prenant son téléphone, appelant dans une émission en direct, notamment sur la TFM, l'émission Jakaarlo, ce qui n'est pas courant pour les ministres de la République. Il l'a fait pour apporter des éléments d'éclairage fort utiles. Parce que quand des gens abordent un sujet avec des éléments qui les échappent, il est bon que celui qui dispose de ces éléments d'information là puisse édifier l'opinion sénégalaise. Et je le félicite pour ça. Mais je le félicite également d'avoir bien voulu dire exactement ce que l'État veut faire ou a envie de faire ou souhaite faire pour améliorer les conditions de sécurité dans notre pays. Et il s'agit de ça. Je donne un autre exemple. Le touriste. On aurait accueilli 5 millions de touristes au Sénégal une fois et qu'ils viennent ici et qu'ils se rendent compte que les conditions de sécurité dans ce pays ne sont pas réunies. L'année suivante, ils ne reviendront plus jamais. Donc, au lieu de parler, ou avant de parler d'impact sur le tourisme, essayons de voir dans quelles conditions ce touriste doit être accueilli. Et qui est-il ce touriste-là ? Et pour répondre à ces questions, il est inévitable que nous puissions parler de conditions d'entrée. Et toujours dans les rappels, les visas n'ont jamais été supprimés au Sénégal. Pour certains pays, oui, mais pour d'autres, il était encore de rigueur. Et il a tenu également à le rappeler de manière claire et transparente. Maintenant que le Sénégal considère que l'environnement sécuritaire dans lequel il se trouve l'expose, rendons grâce à Dieu, nous sommes l'un des rares pays africains à ne pas encore avoir été victime d'attentats pour raison de terrorisme. Donc il faudrait qu'on soit davantage bienveillant, bien rigoureux pour que ces choses-là ne se répètent pas, ne se réalisent pas dans notre pays. Et donc oui, c'est pour des questions de sécurité. Et je pense qu'il a parfaitement raison, parce que lui, au moment où les Sénégalais dorment, lui et ses services veillent sur eux. Si lui pense que dans les conditions actuelles, il faudrait qu'on ramène la question du visa, il a tous les éléments d'information qui lui permettent de l'apprécier. Et donc, vivement que cela se fasse, et je pense que c'est les Sénégalais qui verront d'ici peu les résultats d'une telle initiative. Cette fois-ci, l'État ne parle pas de réciprocité, mais plutôt de raisons de sécurité. Oui. Pour ne pas fâcher... Je ne crois pas qu'il soit dans un langage diplomatiquement correct. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, vous comprendrez difficilement que dans les années 2000, un Afghan ait préparé son projet migratoire depuis Dakar pour atterrir à Paris. Et il a été suivi par le CNRS français, pour se rendre compte que Dakar est devenu une plaque tournante plus que jamais sur les questions de migration. Et si le ministre de l'Intérieur a des informations de cette nature-là, faudrait-il pas qu'il protège les Sénégalais ? Je pense que oui. C'est son devoir et il l'a bien fait. Je le félicite pour ça. Retour aux Sénégalais de l'extérieur, c'est votre business. Vous êtes le directeur général des Sénégalais de l'extérieur au ministère des Affaires étrangères. Un autre Sénégalais qui réside à l'étranger, il s'appelle Karim Wade, l'exilé du Qatar, comme le surnomment certains, depuis son départ du Sénégal, le jour même de sa libération par grâce présidentielle en 2016. Sa situation a été évoquée lundi dernier à Genève lors de la 127e session du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. La délégation sénégalaise, par la voix de Moustapha Ka, directeur des droits humains au ministère de la Justice, a déclaré que l'État sénégalais ne dirait pas non à une réparation de Karim Wade, de réparation notamment financière. Karim Wade, on le rappelle, a été condamné à 6 ans de prison par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Des propos qui ont secoué les rangs du gouvernement. Le ministère des Affaires étrangères, votre ministère, a publié un communiqué 48 heures après pour mettre tout sur le dos de la presse sénégalaise en écrivant, je cite, « La délégation sénégalaise n'a en aucun cas et sous quelque forme que ce soit pris des engagements allant dans le sens d'une réhabilitation de M. Karim Wade ou d'une réparation d'un préjudice qu'il aurait subi. » Fin de citation. On a là, Sory Kaba, aussi bien une étonnante déclaration devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qu'un étonnant démenti de votre part. Dans notre ministère, comme vous l'avez dit, et intelligemment que vous avez posé la question, en faisant allusion au fait que Karim Wade serait dans la communauté des Sénégalais établis à l'étranger,
et qu'en conséquence, Direction générale des Sénégalais de l'extérieur aurait la responsabilité de le protéger. Intelligemment que tu m'interpelles sur cette question-là. Alors qu'en vérité, dans un ministère, il est si bien organisé, à telle enseigne que chacun s'occupe de quelque chose. La Direction générale ne s'occupe pas des questions qui sont liées au comité des droits de l'homme. Je ne le dis pas. Oui, je vais y arriver. Vous êtes un fonctionnaire de ce ministère-là. Oui, je vais y arriver. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je te comprends très bien. Mais il est toujours bon de préciser les choses pour que dans ma réponse, que les gens ne voient pas une fuite en avant. Parce que moi, je ne suis pas dans la langue de bois. Ces précisions sont importantes parce que ceux qui nous écoutent, que nous cherchons à édifier. Et que donc ces derniers doivent avoir les éléments d'appréciation pour permettre de comprendre Sory Kaba de là où il est en train de parler, sur quelle base il le fait. Et donc je disais qu'au sein du ministère, chaque direction s'occupe de quelque chose. Donc nous nous occupons des Sénégalais établis à l'étranger et c'est sur cette base-là que nous avons appris. Et bien appris d'ailleurs. Je félicite d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères parce qu'il n'aurait pas fait ce communiqué-là. Ça allait encore être plus grave. Au moins, il a posé un débat pour réorienter là où la presse a voulu plus ou moins, même pas la presse, mais peut-être que la presse aussi fait que relater des faits et des réalités. Mais moi, je vais plus loin. Quand on commence à réussir des choses, les gens voient la petite bête, où est-ce qu'elle se situe, pour systématiquement alimenter un débat qui plus ou moins peut être stérile. Et de mon point de vue, en voulant dire ou voulant faire dire à une délégation sénégalaise qui a pris la parole devant le comité des droits de l'homme à la 120e session, serait à mon avis une manière de vouloir laisser comprendre aux Sénégalais qu'il y avait une dynamique de compromission quelque part entre M. Wade. Voici ce qui s'est passé sur Rikaba dans cette réunion. Un expert et juriste tunisien, l'expert et juriste tunisien Yad Ben Achour, qui rappelle les conclusions du comité en novembre dernier. La déclaration, ces termes-là utilisés en novembre, la déclaration de culpabilité et de condamnation contre l'auteur doit être réexaminée pour parler de Karim Wade. La question qu'il pose à la délégation sénégalaise est la suivante. Qu'en est-il de l'exécution de ces constatations? Où en sommes-nous? Réponse de Moussa Faka, le directeur des droits humains au ministère de la Justice du Sénégal. D'après lui, il est trop tôt pour savoir si l'affaire peut être réexaminée. Par contre, la porte semble entrouverte pour une réhabilitation de Karim Wade. Moussa Faka déclare: le Sénégal ne refuse pas d'indemniser, mais pourvu que l'intéressé puisse venir se présenter afin que les juges compétents puissent déterminer l'ampleur du préjudice. On est prêt, dit-il. Si l'intéressé saisit les juridictions compétentes en vue de sa réparation, il n'y a aucun obstacle à ce que cette déclaration soit allouée par l'État du Sénégal. C'est tellement clair, c'est limpide, c'est net. Mais je ne vois pas la contradiction avec le communiqué. Là, Moustapha, comme vous l'avez dit, en lui prêtant ses propos, a posé tellement de conditionnalités que le communiqué a repris autrement. Le communiqué qui a été produit par le ministère des Affaires étrangères a essayé de montrer effectivement toutes les conditionnalités supposées être réalisées avant que quoi que ce soit ne se fasse. Mais il n'y a pas eu un engagement formel qui aurait pu plus ou moins laisser comprendre au lendemain des retrouvailles Wade-Macky qu'il y a eu une dynamique de compromission pour qu'un certain Karim Wade soit plus ou moins, je ne sais pas comment... réparé. Voilà, carrément réparé parce qu'il y a eu un deal entre Wade et certains ont laissé croire cette idée-là. Et ça va dans ce même sens-là, cet argumentaire. Il y a suffisamment d'éléments qui peuvent faire croire à cela. Je vous laisse la responsabilité de ces propos. Parce que le communiqué du ministère des Affaires étrangères est même allé à un certain moment sur certains détails qu'on n'a pas l'habitude de voir. Si on se rappelle très bien des différents communiqués qui sont produits. Mais on avait voulu permettre aux Sénégalais de comprendre exactement ce qui s'est passé en parlant de réponse à un des experts du comité. Ça, d'habitude, ça ne s'entrevoit pas dans son communiqué. Ça a été le cas pour permettre aux Sénégalais de mieux apprécier ce qui s'est réellement passé. Quand quelqu'un pose une question, il faut qu'on la réponde. Et il y a une réponse qui a été donnée. Maintenant, de cette réponse-là, que nous voulions systématiquement dire oui, Karim Wade a été systématiquement blanchi ou a été systématiquement lavé de tout soupçon ou que l'État sénégalais s'engage sur quelque chose, je ne pense pas que ça soit le cas. Et ce n'est que dans ces conditions-là que le communiqué a tenu à préciser dans quelles conditions ce débat a eu lieu
et le contexte également dans lequel ce débat a eu lieu. Que dit-on Et c'est au ministère important, à mon avis, de le dire. Que dit-on au ministère des Affaires étrangères que le directeur des droits humains du ministère de la Justice a été maladroit? Je ne l'aurais jamais dit. Et le communiqué non plus. Le communiqué n'a pas dit qu'il y a quelqu'un qui a fait un acte de maladresse. Le communiqué a dit que l'État du Sénégal ne s'est engagé devant quoi que ce soit et devant le comité. Et vous, en me relatant les propos du directeur K, vous posez tellement de conditionnalités que je doute qu'il y ait un engagement. Vous-même, vous pouvez le constater. La presse du week-end annonce une réunion d'urgence au ministère de la Justice pour se pencher justement sur cette déclaration. Un autre journal est beaucoup plus clair en annonçant que le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, est dans une mauvaise posture suite à cette cacophonie, on va dire, diplomatique. Que le ministère de la Justice convoque une réunion, c'est normal. Franchement, je pense que ça, c'est à la limite ce qu'il faudrait qu'il fasse pour que ces services harmonisent, discutent, échangent et que nul n'en ignore. Ça, je pense que c'est le minimum. Maintenant, cacophonie aux côtés du ministère des Affaires étrangères, je ne le crois pas. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le ministère des Affaires étrangères est un ministère de souveraineté. Le ministre Amadou Ba ne prend jamais l'initiative de sortir un tel communiqué sans pour autant que le président de la République en soit informé. Et pour cette raison, je ne crois pas qu'il prenne l'initiative à lui seul. En tout cas, pour la petite expérience que j'en ai, l'oreille, l'œil, les pieds pour se déplacer du président de la République, c'est le ministre Amadou Ba à l'étranger. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, il en discute avec le président de la République avant de le dire ou avant de le faire. C'est ça la pratique, c'est ça le principe. Et il n'a pas dérogé à cette règle, j'en suis persuadé. Amadou Ba, Macky Sall, tout va bien entre les deux? Mais pourquoi ça devrait affecter un président de la République qui nomme aux fonctions civiles et militaires, qui nomme un gouvernement sur la base de la proposition du Premier ministre, qui nomme M. Amadou Ba ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Il a toute la latitude, s'il pense que cet homme-là ne fait plus l'affaire, de l'enlever. Mais s'il le maintient encore, qu'il bénéficie encore de sa confiance. Et c'est le cas. On le présente à Amadou Ba comme un super puissant ministre. Et c'est heureux qu'il soit un super puissant ministre, parce qu'on a l'habitude de piétiner même souvent certains ministres dans notre République, considérant que la seule personne qui décide ici, c'est le président de la République, que tous les autres sont à la limite ses hommes de main, ses comparses. Donc il est bon qu'on ait des personnes de fortes personnalités qui ont de la vision, qui cherchent à impulser une dynamique toute nouvelle, innovante, et qui mettent le Sénégal dans les rails de l'émergence conformément au vœu et à la volonté du chef de l'État. Et ça, il en a besoin, lui, chef de l'État, pour que nous ayons des gens comme Amadou Ba, des gens comme le ministre de l'Intérieur, des gens comme Abdoulaye Daouda Diallo, qui connaissent bien ce qu'ils font, qui ont suffisamment d'envergure, qui ont de la force personnalité et qui cherchent plus ou moins à apporter leur part de contribution ou de construction de cette nation sénégalaise qui, depuis les années 60, peine encore à être émergente. Amadou Ba, votre ministre de tutelle, on lui prête les ambitions présidentielles, des ambitions de succéder à Macky Sall. Vous avez cette perception-là, vous le côtoyez? Très honnêtement, non. Très honnêtement, non. Et vous l'avez dit tout à l'heure, quand je me concentre sur le travail du fonctionnaire, je ne dois pas aller au-delà. La politique a ses propres réalités. Et que vous êtes vous-même politique, donc oui, il ne faut pas se voiler la face. Non, je ne me voile pas la face. Parce que vous m'auriez dit le militant de l'APR tout au début de l'émission, exclusivement militant APR, peut-être que j'aurais fait un commentaire différent. Parce que moi, je considère que le militant a la liberté de faire une analyse et de partager son analyse. Mais quand tout état de cause... Alors votre opinion politique sur ce débat dans votre parti politique, dans votre camp politique sur les ambitions des uns et des autres de succéder à Macky Sall? Notre constitution oblige le président de la République à ne pouvoir faire que 2 mandats renouvelables. Donc ce qui est clair, c'est qu'il est dans le dernier mandat et que donc la constitution l'interdit à faire un 3e mandat. Qui sera le futur président de la République du Sénégal? Personne ne sait. Sur le 3e mandat, vous êtes très clair, contrairement à certains de vos camarades qui laissent entrevoir une autre possibilité pour Macky Sall. Non, moi je n'entrevois rien. Au-delà du réel, on ne fait plus de la politique. Moi je suis dans le réel. Le président de la République a d'ailleurs clos ce débat. Notre constitution a été verrouillée, 2 mandats, pas plus.
On n'est pas dans des phénomènes de principe de rétroactivité, oui, le premier mandat en fait partie. Non, moi je ne suis pas dans ce débat-là. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, dès lors qu'en 2024, des élections présidentielles devront s'organiser, je pense que Babacar Fall a la possibilité de commencer à affûter ses armes pour être candidat en 2024. Il a le droit. Que ce soit Amadou Ba, que ce soit Sori Kaba, que ce soit Aïdara, que ce soit le citoyen sénégalais qui jouit de ses facultés et de tous ses droits pour pouvoir être président de la République en bonne et due forme, a le droit de prétendre y être. Quelqu'un comme Aliou Sall, le frère cadet du président Macky Sall, maire de Guédiawaye, estime que ces gens qui ont déjà des ambitions de succéder à Macky Sall, ils doivent tout de suite prendre la décision de sortir, par exemple, du gouvernement, de commencer leur bataille. Mais il ne faut pas qu'ils soient avec Macky Sall et avoir ces ambitions-là derrière la tête. Je partage son opinion. Parce que c'est déloyal aussi. Tout en sachant que si jamais le choix du parti se porte sur Babacar Fall, que moi, Sori Kaba, je ne serai pas d'accord et que je reste dans le parti, même si a priori, on n'a pas encore choisi Babacar Fall. Mais quand même, quand je suis sûr que quelle que soit la personne qui sera choisie, si ce n'est pas moi, je vais quitter, très tôt tu le dis, et mieux vaut que tu sois mieux loyal avec le président de la République. Et je considère que cette proposition de Aliou Sall, elle n'est pas mauvaise. Maintenant, faudrait-il que dans la réalité, dans sa mise en œuvre, que l'on sache exactement qui sera sur le porte-étendard de l'Alliance pour la République. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, le contexte est un contexte de construction, est un contexte de mise en œuvre de la phase 2 du plan Sénégal émergent. Et le citoyen sénégalais, il est très en avance sur l'homme politique. On a fini de le comprendre depuis 2000. Ils ont fini de comprendre, eux, citoyens, qui sont les militants dans les différents partis politiques, que le réel, promis et réalisé, est la seule chose qui conditionne le vote. Mais pas le propos genre mielleux, une forte capacité de communication. Je cherche plus ou moins à être dans le nihilisme. Je m'attaque à Mamour Diallo, je m'attaque à Idrissa Seck à volonté pour dire que je me fais un nom, je me fais un positionnement. Ça, ce n'est pas loyal dans le contexte des citoyens sénégalais aujourd'hui. Ce qu'il faut considérer, c'est que le militant, il est très éveillé et qu'on ne peut plus abuser de sa confiance. Et que le meilleur des hommes politiques, dans notre contexte actuel, est celui qui n'est plus à dire « la promesse n'engage que celui qui y croit », mais plutôt que la promesse faite a été réalisée et la voici. Sur cette base-là, on peut renouveler la confiance à ton niveau. Et le président Macky l'a tellement bien compris qu'au moment où les grands dialecticiens sont en train de penser à qui le remplacera, lui, il est en train de se concentrer sur les promesses qu'il a faites au peuple sénégalais au nom de l'Alliance pour la République. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'Alliance pour la République pourrait avoir un porte-étendard que les Sénégalais vont accepter. Et c'est ça le vrai combat, à mon avis. Il doit commencer tout de suite à travailler sur sa succession, son dauphin. Vivement que tu l'invites au prochain grand jury, peut-être qu'il te dira. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, organiser le parti est l'un des défis à relever, à mon avis. Nous sommes dans un contexte où on a besoin de savoir... Opération risquée aussi. Il a été tout le temps risqué. Rappelez-vous qu'en 2012, quand il arrivait au pouvoir, il était risqué d'organiser le parti parce qu'on était à la veille des élections législatives. Ensuite, élections locales. Ensuite, élections présidentielles. Aujourd'hui, c'est encore risqué parce que nous sommes en perspective d'élections locales, encore d'élections législatives et présidentielles. Donc, le contexte sera toujours risqué. Mais le militant, il a besoin d'être encadré. Il a besoin d'être organisé. Il a besoin d'être informé et formé. Et ces principes de base dans un parti de masse qui aspire à diriger pour des décennies doit être un parti très organisé avec une véritable machine électorale. Et pour la petite histoire, il y a eu à un moment donné un débat au sein de l'Alliance pour la République. Oui, le président Macky a tendance à davantage faire la part belle aux partis qui le soutiennent qu'à ses propres militants et à ses propres responsables. Mais c'est normal, parce qu'il n'est pas arrivé lui seul au pouvoir avec le concours exclusif de ses militants. Il est arrivé au pouvoir avec le concours d'un ensemble de partis qui ont accepté de renoncer pour lui. Et à ce niveau-là aussi, il a fait preuve d'un vrai leader en respectant ses engagements à leur endroit. On se rappelle que la coalition qui était au pouvoir en 2000 n'a pas tenu un an. Moussa Niasse a quitté la tête de l'État du Sénégal en tant que Premier ministre. Et la coalition a éclaté au grand jour. La coalition qui a amené le président Macky Sall au pouvoir est encore avec lui au pouvoir.
sur la base des engagements que lui a pris et auxquels il a tenu à respecter en sacrifiant certains de ses responsables. Et c'est ça le prix à payer. Vous parlez de votre parti, votre situation personnelle, puisque vous êtes militant de l'APR à Fatick. Vous avez, je vous ai entendu sur RFM, déclarer à 2 reprises votre candidature à la mairie de Fatick. À Fatick, il y a un maire qui s'appelle Matarba, que vous ne cessez d'attaquer d'ailleurs sur sa gestion. On appellerait ça peut-être, dans votre contexte, de l'indiscipline de parti, puisque chez vous, quand le chef décide, personne ne parle. Et c'est Macky Sall qui avait porté son choix sur Matarba pour diriger la commune de Fatick. Un peu de rébellion de votre part alors? Alors là, je ne pense pas que je sois très indiscipliné. Je suis un militant très discipliné, un militant d'appareil qui croit à son leader, qui croit à son appareil. Mais j'aurais choisi de critiquer Matarba que de critiquer le président Macky. Et j'oriente les critiques des Fatigouas vers Sory Kaba, vers Matarba, que vers le président lui-même. Dans notre parti, le président Macky est l'un des rares à faire de la haute politique. Tous les autres, à la limite, sont dans des positionnements, sont dans des politiques de bas niveau. Désolé de le dire, mais lui, il m'inspire. Dans le sens où, quand des jeunes ont organisé une marche devant la résidence paternelle du chef de l'État, en brûlant des pneus, en exacerbant leur colère, parce que depuis qu'ils l'accompagnent, ils sont à la recherche de leur premier emploi, ils ne l'ont pas trouvé. Considérant que la ville ne bénéficie pas encore des véritables attributs qui sont à l'image de ce qui a été promis. Elle est dégueulasse, il y a trop de moustiques, il n'y a pas de lumière. Autant de faits qu'on voudrait laisser sous la responsabilité du président Macky Sall. Vous pensez que c'est normal? Alors qu'une équipe municipale investit de la confiance du peuple au niveau local, bénéficiant d'un budget d'action et au niveau local. Donc il fallait situer les responsabilités. Et c'est ça mon combat aujourd'hui. Pour cette raison, je ne pense pas être discipliné, mais je cherche à réorganiser le débat au niveau interne pour qu'il n'éclabousse pas le président de la République qui a suffisamment à faire au niveau national. Et donc, aujourd'hui, mon pari, il est gagné. Parce que depuis que j'ai pris la responsabilité de poser un débat local, dans la perspective de lui, ce qu'il donne comme contenu local, en perspective des élections à venir, que les cadres de chaque localité étant les premières ressources sur qui la localité doit compter, si nous ne nous manifestons pas, nous sommes tous coupables, complices. Posons un débat serein, dépersonnalisé, et essayons de faire avancer les véritables dynamiques qui profiteront aux populations. Est-ce que pour vous, Macky Sall, il s'est trompé en choisissant Matarba pour diriger la liste de Benno aux dernières élections municipales de Fatick? Pour vous, c'était pas un bon choix? C'était pas le meilleur profil? Je ne dirais pas qu'il s'est trompé, parce qu'il n'est pas le seul maire où la gestion ou le bilan est critiqué. Je voudrais rappeler que lors du dernier Conseil des ministres, un acte a été posé pour le report des élections locales. On reporte parce que l'échéance est arrivée. Depuis juin. Depuis juin, tous les maires, les conseils municipaux ont fini d'exécuter leur mandat. Ça veut dire que si les élections étaient tenues à date échue, on aurait fait un débat sur le bilan. Et ce débat-là, il faut qu'on l'ait. Donc c'est au terme de ce mandat-là que moi j'ai dit, posons un débat serein et sincère. Il ne s'agit pas de question de personne. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quel que soit le ministre, le maire, le directeur, tout dépend de l'équipe avec laquelle tu travailles. Tu ne me diras pas le contraire. Parce que vous passez tout votre temps, par exemple, à chercher les meilleurs journalistes dans les différentes rédactions pour leur faire des propositions alléchantes pour qu'ils puissent venir renforcer le travail important que vous êtes en train d'abattre. Et donc, cette animation du développement local, comme je l'ai dit, passe d'abord par l'identification des ressources. Parce qu'il n'est pas dit que nous sommes tous parfaits. Il aurait fait un choix sur moi, on m'aurait critiqué quelque part, quelle que soit la volonté que j'aurais. Donc il ne s'agit pas de faire un mauvais choix ou de faire un bon choix. Mais il s'agissait plutôt d'avoir choisi Sory Kaba, direction générale des Sénégal de l'extérieur. Je suis déjà souvent très critiqué par rapport à mes prises de position, par rapport à la manière dont les choses se déroulent. Qu'il choisisse Biram Faye, qu'il amène au niveau de l'agent de sécurité de proximité. Qu'il choisisse quelqu'un d'autre, Thérèse Diouf, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est parce que tout simplement, il faut que chacun donne un contenu à ce qu'il t'a donné. Parce qu'il ne va pas te nommer et te dire, ne fais pas ça, fais ça, comme si c'est lui-même qui est à la tête de cette structure-là. Il en a suffisamment à faire. Et donc, à chacun maintenant de prendre la liberté, de poser des actes qui vont dans le sens de faciliter sa réélection ou les engagements qu'il avait pris à l'endroit du peuple. C'est aussi simple que bonjour. Il a essayé de construire une équipe autour de lui,
autant à Fatick qu'au niveau national. Maintenant, à chacun d'assumer. Et moi, j'assume ma part, très honnêtement. Fatick, vous, militants de Macky Sall à Fatick et dans le Fouta, vous êtes les enfants gâtés du président. Une grosse part dans la distribution des hautes fonctions entre Fatick et le Fouta, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord et c'est normal. Ah oui? Comme disait le président Diouf, il ne faut pas scier une branche sur laquelle tu es assis. En 2009, quand le président Macky Sall a quitté le PDS, démissionnant de toutes ses fonctions que le PDS lui avait données, c'est Fatick qui l'a reconduit en tant que maire. Fatick était très surveillé en 2009 aux élections locales, très surveillé. Et les uns et les autres disaient, s'il n'est pas capable de gagner Fatick, pourquoi prétendre diriger le Sénégal? C'était un bon indicateur pour montrer d'abord la notoriété de l'homme d'État qui est aujourd'hui à la tête de notre pays. Et donc les Fatickois l'ont accompagné et lui ont redonné confiance en lui confiant les destinées de la mairie en 2009. Une mairie qui était dans l'opposition au moment où le président Wade était au pouvoir. Et son candidat d'alors, c'était Cheikh Kanté et plus ou moins Sitor Ndour. Il est bon de le rappeler. C'est les faits. Qui était du côté de Wade? Qui était du côté de Wade. Ça vous frustre de les voir du tout. La générosité de l'homme. Non. La générosité de l'homme. Quand on veut construire une nation, on ne peut pas le faire avec un groupuscule. Il faut qu'on le fasse avec toute la nation. Et quand on est rancunier, on ne peut pas travailler avec tout le monde. Mais fort heureusement, lui, il n'est pas rancunier, il pardonne et il considère que pour faire ce pays-là, il faut le faire avec tout le monde. C'est pour ça qu'il s'est réconcilié avec Abdoulaye Wade. On va évoquer ce volet de l'émission. Cette visite d'Abdoulaye Wade le week-end dernier au palais présidentiel sur invitation de Macky Sall, dans la foulée de la libération de Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar. Il cherche quoi, Macky Sall? À stabiliser notre pays. Je félicite le président Macky. Je félicite le président Wade parce que le président Wade, à travers le président Macky Sall, est un élément d'héritage. Le leader moderne, dans notre contexte à nous, est celui qui est capable de laisser un bon héritage aux générations futures. Quand on approfondit la réflexion et l'analyse, on se rend compte que ces deux hommes n'avaient pas autre chose à faire que de fumer le calumet de la paix. Nous rendons hommage au khalife général des Mourides de son entremise, de s'y être mis pour que ces deux hommes soient ensemble au grand bénéfice du peuple sénégalais. Approfondir maintenant cette situation de paix dont le pays a besoin. Le président Wade a un rôle à jouer. Et je vais au-delà pour lancer même un appel à Idrissa Seck pour qu'il rejoigne ces moments de retrouvailles des grands hommes qui dirigent ce pays-là. Il était avec eux hier et rien n'exclut qu'il continue à être avec eux aujourd'hui. Et du haut de cette tribune, cette occasion que vous m'offrez pour lui dire que c'est l'occasion. Même si on ne lui lance pas un appel, il doit pouvoir, au nom de la nation sénégalaise, dire moi aussi, je serai au niveau de cette paix des braves. Parce qu'à un moment donné, c'était encore lui, Abdoulaye Wade et Macky Sall, qui étaient à la tête de l'État du Sénégal. Ce même schéma qui se redessine sera encore au grand bénéfice des Sénégalais. Et il n'a rien à perdre à le faire. Et au-delà de lui, toutes les personnes de bonne volonté qui sont à même d'apporter leur contribution pour que le Sénégal soit véritablement un pays émergent. Et du coup, pour vous, anéantir l'opposition, parce que si tout le monde rallie Macky Sall, se réconcilie avec Macky Sall, il faut qu'il y ait une opposition quand même. La presse est suffisamment une opposition au Sénégal. Je pense que... De façon beaucoup plus pointue, il faut de l'opposition. Mais vous savez, entre le choix d'une opposition qui doit exister et le choix d'un Sénégal émergent où tous les jeunes ont de l'emploi, où le niveau de vie est assez élevé, où il y a de la sécurité dans les maisons, dans les rues, partout au Sénégal, où il y a par exemple des TGV sur 1h30, 2h de temps à Tambacounda, que nous puissions avoir des autoroutes qui mènent dans toutes les grandes villes du Sénégal, que le Sénégal soit un pays riche, cela vaut mieux qu'une opposition qui passe tout son temps à personnaliser le débat. Et à mon avis, ça, pour qu'on y arrive, il faut des ressources humaines. Et aujourd'hui, le président Macky Sall a fini de démontrer sa capacité à réunir les forces vives de la nation à la tête de l'État. Et rappelons, feu Ousmane Tanor Dieng, feu Djiboka, Moustapha Niasse, qui ont quitté le PS avant 2000, ne se sont retrouvés que sous Macky Sall parce que le président Macky Wade n'avait pas pu le faire. Idrissa Seck, du mérite. Idrissa Seck, des retrouvailles avec Macky Sall, pour vous, c'est possible? C'est à l'ordre du jour. Le contexte est favorable. Il n'a pas autre chose à faire
que de rejoindre le camp présidentiel, que de rejoindre cette paix des braves. Le président Macky Sall va terminer un mandat. Ça va faire un grand boulevard pour Ousmane Sonko, alors si tout le monde rallie. Pour aller où? Grand boulevard pour aller où? À Ziguinchor, peut-être. Mais pas pour aller au palais. J'ai plus de chance que Ousmane Sonko pour être président de la République du Sénégal. Oui. Les Sénégalais, ils ont envie de confier leur pays, leur destinée à un homme d'expérience. Pas à un homme, la langue mielleuse, qui passe tout son temps à critiquer, personnalisant le débat, faisant des règlements de compte parce qu'il était à un certain moment donné sous la responsabilité d'une telle personne. Ils avaient eu des prises de vue différentes. Aujourd'hui, je règle mon compte à son endroit. Ça, ce n'est pas de l'opposition. Je suis désolé, mais un grand boulevard pour partir à Ziguinchor et revenir, oui, on y travaille et avec le Sénégal émergent, ça sera le cas. Pourquoi Ziguinchor? Vous faites partie de ceux qui l'accusent d'être un communautariste, un régionaliste? Du tout. Parce qu'il a tendance à, systématiquement, de Dakar, il va à Ziguinchor en week-end, il réunit quelques éléments avec lui, il fait une marche dans les rues de Ziguinchor et il revient à Dakar. Bon, un peu d'activisme politique pour exister, on comprend. Mais nous tous, nous savons, et Babacar, tu ne me démentiras pas, ça fait très longtemps que tu es dans ce métier-là. Donnons du temps et on verra comment il va gérer son parti. De l'opposition. Non, c'est pas donné. Il faut de l'argent pour gérer ton parti. Toi qui n'as jamais été directeur, tu n'as jamais été chef de service, tu as été juste un fonctionnaire. Comme par hasard, tu arrives à la candidature, tu arrives à avoir des parrainages, tu réussis à faire une campagne électorale difficilement. Comment pourrais-tu gérer un parti politique durant 4 ans? Entretenir des militants, payer leurs factures, les assister pour qu'ils partent à l'hôpital, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça la politique au Sénégal. C'est ça le militantisme, c'est ça la politique pour vous également. Ça semble très grave ce que vous dites. Nous avons reçu un héritage malheureux que nous sommes obligés de parfaire. Moi, je n'ai pas peur de considérer que la politique aujourd'hui au Sénégal, on ne peut pas la faire avec les poches vides. La politique au Sénégal, on ne peut pas la faire avec la tête vide. Il faut les deux en même temps. Les plus belles idées du monde qui ne font pas manger, qui ne donnent pas à boire, qui ne permettent pas à un Sénégalais de payer sa facture, il ne te suivra pas. Il te suivra parce que tu es à même de résoudre ces problèmes immédiats aujourd'hui identifiés. C'est ça la politique. Maintenant, je termine sur ce point, si vous permettez. L'assainissement des mœurs et pratiques politiques est un thème que certains fuient. Mais il ne faut pas qu'on le fouille. Il faut qu'on le pose et qu'on l'aborde sereinement et qu'on essaie de voir les modalités de mise en œuvre. Mais je suis partisan de l'assainissement des mœurs et pratiques politiques au Sénégal. On retourne pour 30 secondes à vos fonctions officielles au sein de l'État. Vous êtes directeur général des Sénégalais de l'extérieur au ministère des Affaires étrangères. En même temps, Macky Sall qui fait revenir le secrétariat d'État aux Sénégalais de l'extérieur. Doublon. Renforcement institutionnel, oui. La tâche, elle est immense. Elle est exaltante. Source de conflit? Du tout. Parce que quand Souleymane Jules Diop a été pour la première fois secrétaire d'État au Sénégal de l'extérieur, vous êtes souvent cogné. Ouais. Je préfère qu'on ne personnalise pas les débats. Parce que tu sais, l'État... C'est un constat. Donc, Oui, non. En fait, on la personnalise quelque part parce qu'au lieu de dire que c'était sur des questions de procédure, sur des questions d'approche et de méthode qu'il y a eu problème, on est sur Souri Kaba, Souleymane Jules Diop. Souleymane Jules Diop, Mankeur Ndiaye. C'était personnalisé. Mais dans le fond, c'était ça le problème. Mais aujourd'hui, les décrets de répartition des services des uns et des autres a été clairement identifié. Donc, le secrétariat d'État vient pour renforcer un dispositif existant. Au moment où je vous parle, il est sur d'autres sentiers, lui. Je ne pourrais pas être à la RFM et être en même temps là où il est. Le ministre des Affaires étrangères est ailleurs. Parce que la tâche, elle est immense. Et il faut qu'on soit renforcé pour que nous puissions arriver à un bon résultat. Souri Kaba, merci d'être passé devant le grand jury d'RFM. Vous êtes le directeur général des Sénégalais de l'extérieur au ministère des Affaires étrangères, candidat à la mairie de Fatick, il faut l'ajouter. Merci à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés. Et dans un instant, le journal de midi de Barthélémy Ngom. Bonne fin de semaine, à dimanche prochain pour un nouveau numéro.